Bonjour. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, pas perdre de temps, puisque je pense que ce qui vous intéresse, c'est de savoir un peu l'historique à la fois de ces séries, comment elles sont faites, comment elles ont été imaginées, comment elles ont été écrites et portées en production, que ce soit les relations entre les auteurs, la jeunesse du projet, les relations entre les auteurs et le producteur, le diffuseur, les réalisateurs. Donc on va essayer d'aborder toutes ces questions et en particulier, puisque c'est l'objet de cette rencontre, essayer de bien comprendre comment naît une série. C'est le thème du projet, de l'idée au concept, de ce débat, de cette réunion. Vous pouvez intervenir durant nos échanges. Lorsque quelqu'un a terminé, on n'est pas obligé d'attendre la fin pour poser des questions. Vous pouvez poser des questions en cours de discussion. Hein. Donc voilà, soyez très à l'aise, c'est informel comme l'a dit Julien. Donc on peut procéder de cette manière. Donc je vais demander à chacun des binômes ici qui représentent Loulou, Speakerine et HP de nous raconter dans un premier temps la jeunesse du projet, c'est-à-dire comment est née pour chacun l'idée de cette série. Est-ce que c'est une création propre aux auteurs? Est-ce que c'est une demande de producteur? Est-ce que c'est un désir de diffuseur? Donc la question, ça va être à mon avis, le premier intérêt d'écouter la jeunesse de ces projets. Alors je vais donner la parole d'abord aux auteurs qui sont à côté de moi de HP. Il y a d'autres micros, donc peut-être prendre chacun tour à tour un micro comme ça. Voilà, et nous raconter donc comment est né, comment a commencé HPC. Est-ce que c'est une idée personnelle à vous? Est-ce que c'est un désir commun? Et est-ce que c'est né de votre rencontre? Vous avez déjà travaillé ensemble avant? Alors, en fait, il y a des producteurs qui sont venus nous chercher pour faire une comédie en hôpital psychiatrique. Non, je rigole. Non, on s'est rencontrés à la Fémis avec Angela. Donc moi j'avais envie d'écrire une série sur l'hôpital psychiatrique pour diverses raisons, notamment parce que j'avais des amis qui avaient été internés et je me posais la question à quel moment ça pourrait être moi ou eux, enfin quelle était la limite entre la folie, la normalité, à quel moment on basculait. Et enfin voilà, dans les personnes que je voyais là-bas, ça pouvait être des personnes comme vous et moi. Voilà, et moi dans le même temps, j'avais ma belle-sœur qui était interne en psychiatrie et qui me racontait ses journées, des journées où elle avait notamment une patiente qui se prenait pour Beyoncé, un autre patient qui ne parlait qu'avec son pied, et le soir même elle avait décroché un pendu. Et c'était le roller coaster émotionnel par lequel elle passait en une journée qui me fascinait. Et qu'on avait envie d'explorer en fait cet univers qui est à la jonction entre la comédie et le drame permanent. D'accord. Alors en quelques mots, comment vous avez travaillé au tout début? C'est-à-dire, vous êtes dit on va inventer une série, on va créer une série sur l'hôpital psychiatrique. On doit réfléchir à des personnages, une dramaturgie. Comment vous avez fonctionné en fait au tout début? Comment vous avez entre vous tenté de construire, élaborer quelque chose, définir des personnages? En fait, c'est allé assez vite. Déjà, on était étudiante à la Fémis, c'était la première année de la Vous étiez à la Fémis à ce moment-là? Ouais. Vous avez, ouais, d'accord. on devait rendre une série pour la fin de l'année, c'est notre exercice de fin de l'année. Et donc, on avait très vite notre arène, notre personnage principal. Et assez vite, en fait, les personnages secondaires sont venus se greffer. Oui. oui. Non, on a assez rapidement trouvé les personnages en fait, qui étaient des personnages aussi qui nous amusaient, qu'on voulait à la base aussi assez normaux, si je me souviens bien, sur le monde extérieur. Enfin, l'idée est de confronter un peu le monde extérieur et le monde de l'hôpital psychiatrique et voir qui était le plus fou. D'où l'idée d'avoir un personnage assez normé qui est. D'accord. Ok. On va approfondir après, un peu plus tard, les processus de création. À votre tour, de nous raconter la jeunesse de Loulou. La jeunesse, c'est Louise Massin, qui interprète le rôle de Loulou, que je croise dans le métro, que je connais, qui est une amie, et qui me dit je suis enceinte, c'est la merde, je suis très contente, et en même temps je suis comédienne. Je suis partie pour pas tourner pendant. Enfin voilà, elle s'inquiétait pour son boulot, et je lui dis je sais pas, écris un truc là-dessus, fais-en quelque chose. Et ça a démarré comme ça. Voilà, on s'est reparlé, ça a cogité, et on avait envie aussi parce que Loulou a une personnalité assez géniale, et qu'elle est très vite été une source d'inspiration, et voilà, c'est comme ça que
Ça a commencé avec Marie nous a rejoint aussi. Ouais, Louise a eu le feeling de nous présenter Alice et moi assez vite. Et moi, ça faisait longtemps qu'elle me parlait d'écrire un projet. Je suis complètement autodidacte en écriture, c'est tout nouveau. Pardon pour ma voix parce que j'ai une trachéobronchite. Du moment que tu parles près, c'est pas grave. Ouais, je parle près. Voilà, et en fait, ça s'est passé. C'est la réunification de ce trio qui a fait que ça a démarré très vite. Mais en tout cas, c'est parti de son expérience de grossesse. En effet, c'était sa 2e grossesse, pas prévue dans sa vie. Il y en a quand même des gens qui, 2 fois de suite, ne prévoient pas leur grossesse, ce qui était son cas, et qui a fait qu'elle n'a pas pu travailler beaucoup pendant ces 2 années. Elle est ravie, ses fils sont super et elle est très heureuse. Mais en tout cas, voilà, il fallait un projet qui parte de ce truc-là et de cette frustration de ce qui lui arrivait avec toute cette émotion. Et voilà, elle nous a réunis toutes les deux et on a eu on se connaissait pas et on est tombés amicalement et artistiquement amoureuses. Vous avez eu d'entrée l'idée du format de cette série ou pas? Oui. Vous aviez une vision de ce que vous vouliez faire? On avait envie d'un format court, on avait envie de quelque chose qui se fasse vite. On avait surtout un enjeu, un timing, puisque Louise allait finalement accoucher à un moment. Et c'est arrivé. Donc il fallait qu'on tourne. On voulait tourner en conditions réelles, on voulait qu'elle soit vraiment enceinte. Donc il fallait qu'on tourne vite. Du coup, le digital a été la clé, la réponse à ce problème, qui n'en est pas un. Donc on a eu envie de faire ça court, vite et avec beaucoup de liberté, donc le web. D'accord, très bien. Speakerine au micro. Ça fait un moment. Donc, non, Speakerine, l'idée à la base... Je travaillais à la base sur l'adaptation d'un projet d'une BD qui s'appelle Natacha l'hôtesse de l'air, qui était une adaptation pour le cinéma. Et du coup, je regardais plein de trucs sur les femmes dans les années 60 et j'ai vu des vignettes de Speakerine avec leur yucca à côté d'elle, ses têtes de potiche et je me suis dit, il y a un truc super. C'était en pleine époque de Mad Men, en plus que ça fait un moment qu'on a eu l'idée. Et du coup, on en a parlé avec José et tu peux peut-être raconter la suite. Du coup, elle m'a parlé de l'idée. On a travaillé sur ce que pourrait être une série sur les femmes des années 60, mais aujourd'hui, ce que ça pourrait avoir comme résonance. On a écrit quelque chose, un projet de série qu'on a soumis au CNC. On a eu le fonds d'innovation. Et du coup, à partir de là, une productrice en l'occurrence nous a optionné le projet assez vite. Et dans la foulée, il est entré en convention chez France 2 assez vite aussi. Et puis c'est à peu près tout ce qui s'est passé d'assez vite, puisque ensuite, 7 ans plus tard, le projet a été diffusé. Donc voilà, c'était un projet de longue haleine. Je pense que n'ayant pas 30 ans, n'ayant pas de séries importantes avant, on a choisi effectivement la bonne facilité en créant une grosse série historique sur une chaîne hertzienne. Donc on a bien aimé se compliquer les choses. Mais au final, on y est arrivé, on est plutôt content, mais c'était un marathon. Et au départ, c'était pensé comme une série pour une chaîne type France Télévisions, un 6x52, c'était élaboré comme tel ou c'était très ouvert? Non, c'était vraiment élaboré comme ça. À la base, c'était un 12x52. Les mecs n'ont aucune idée de comment ça va se passer. Et on le pensait assez logiquement à France Télé parce que il y avait une question d'héritage. C'était la télé qui regarde son propre héritage, sa propre histoire. Donc il y avait quelque chose d'assez cohérent, d'assez rond là-dedans. Et France 2 a été sensible assez vite. Donc ils ont assez vite compris que c'était pour eux. Mais c'était vraiment comme ça qu'on l'avait pensé. D'accord. Alors revenons sur HP. Une fois que vous avez commencé à écrire quelques pages, qu'est-ce que vous avez fait le concept, mis le concept en forme? Quelles étaient vos premières démarches? Comment vous êtes allé? Comment vous êtes dit il faut faire lire ce projet? Vous avez fait quelle démarche à la suite de ça? En fait, on avait de la chance parce qu'on était dans les murs de la Fémis, on était encadrés, on avait un tuteur qui était Vincent Palmiro qui a écrit Ainsi soit-il. Donc on a pu écrire une bible très complète et un pilote avant toute chose en étant très très encadré. Dans le cadre de la Fémis. Dans le cadre de la Fémis. Et voilà. C'est Christine qui en fait, avait texté.
Oui, en fait, non, mais surtout, on a pris le temps aussi de se renseigner quand même sur notre sujet. Donc, on a interviewé une dizaine d'internes en psychiatrie. Donc, il y a eu toute une phase d'enquête, en fait. Vous avez fait des séjours en hôpital psychiatrique? Non, je ne dis pas à titre en tant que patient, je parle en tant qu'observateur. On a demandé l'autorisation à la PHP, on ne l'a jamais eu. Donc, on n'a jamais mis les pieds dans un HP. On est passé uniquement sur les témoignages. On s'est un peu promené, mais pas... On s'est promené dans la cour des HP, ouais. Donc la Bible, c'était une Bible avec un pilote qui a été fait, donc voilà. Et ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y avait le jury de fin d'année à la FEMIS. On s'est fait bien défoncer. On s'est dit que vraiment c'était de la merde. Et ça a été lu par pas mal de producteurs. On a eu beaucoup d'échos qui nous disaient non mais là, il va falloir choisir votre camp. On ne sait pas si c'est de la comédie ou du drame. Moi, je veux bien vous signer, mais il faut réécrire le pilote ou en version drame ou en version comédie. Et au bout de 6 mois, on a eu la chance de rencontrer notre productrice, Christine de Bourbon-Bussé, qui nous a dit « Ah, mais moi, j'adore ce ton. Entre la comédie et le drame, c'est super. » Vous avez vu plusieurs producteurs avant de rencontrer Christine de Bourbon-Bussé? Quelques-uns. Vous pouvez faire part de votre expérience de comment s'est passé l'accueil de votre projet? Il a été lu rapidement, les producteurs vous ont appelé, vous ont vu, vous avez rencontré, ils vous ont fait part de leurs commentaires. Il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé à lire le projet, vu qu'on était premiers à sortir de la FEMIS, et je pense que de toute façon, maintenant c'est pareil, mais il y en a beaucoup, je sais pas, on n'a jamais eu de deuxième mail, simplement. Et certains, oui, comme disait Angela, on a eu quelques rencontres où ils nous demandaient effectivement un peu de choisir notre camp. Ils aimaient bien, mais ils voulaient tout refaire, quoi. Donc nous, on avait besoin de travailler quand jeune, donc on a plein de choses à apprendre, mais ils ne suivaient pas forcément le ton. Et oui, jusqu'au moment où Christine a vraiment apprécié et nous a fait travailler dans ce sens-là pour élaborer un meilleur pilote. Vous avez eu à discuter toutes les deux, entre vous, de la stratégie et de la politique qu'il fallait adopter à l'égard de certains producteurs qui vous demandaient par exemple un retravail conséquent et de dire qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas? Lui, il était d'accord, pas d'accord? Oui, on s'est posé ces questions parce que tous nous demandaient de retravailler sans nous payer. Oui. Et on a tenu bon en disant mais en fait on réécrira pas une ligne tant qu'on n'a pas un chèque. Parce qu'on avait déjà un dossier qui était conséquent, qui avait été chapeauté par des auteurs seniors, etc. Donc on avait quand même conscience de la somme de travail qui avait été déjà faite. Et on n'arrivait pas les mains dans les poches, on n'arrivait pas juste avec un pitch, quoi. Donc on a refusé de travailler tant qu'on n'avait pas un producteur sérieux qui mettait l'argent sur la table. Oui, je pense qu'on avait peur qu'un producteur vous demande de réécrire dans un sens, puis finalement n'aime pas, et puis un autre dans l'autre. Enfin, c'est ce qui est déjà... à la FEMIS avec notre pilote, déjà le fait d'avoir plusieurs points de vue a fait qu'on a pu se perdre un peu. Voilà. Question qui intéresserait forcément des jeunes auteurs. Vous aviez un agent à ce moment-là déjà ou pas? Oui. Moi non. Moi oui. Oui. Un agent, tu as trouvé un agent comment? Tu peux expliquer un petit peu parce que c'est important quand tu sors de l'école. Tu avais déjà fait une web-série sur France Télévisions qui s'appelait Textape d'Alice. Et qui avait eu qui avait assez bien marché, qui avait eu surtout une bonne presse. Donc j'ai pu trouver un agent comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle juste à ce stade, éventuellement? Non? Oui. Alors, faire passer un micro. Je suis désolé, je vais demander sur les sous parce que j'ai un peu plus d'informations. La productrice, du coup, qui était d'accord pour le ton dramatique, comique, elle avait des sous? Ouais, voilà. Et est-ce que de toute façon, vous auriez accepté de partir avec un producteur qui vous paye en changeant le ton? Non. Voilà. Ah, pardon. Non, c'est plus une remarque, une information. Quand vous parlez de la question des agents, il est évident quand on est jeune auteur, on n'a pas forcément d'agent. Et il se trouve que la SACD a un service de négociation des contrats qui peut accompagner les jeunes auteurs dans cette phase un peu compliquée de négociation du premier contrat, de compréhension des contrats, des enjeux financiers, des pièges qu'il peut parfois y avoir dans les contrats. Donc voilà, c'est juste pour vous donner cette information quand vous êtes un peu pris de court face à la négociation d'un contrat.
Et c'est ce que j'avais fait pour les textiles d'Alice. C'était la SACD qui m'avait aidé à négocier les premiers contrats. Pour ma première web série, les textiles d'Alice. Voilà. Alors même question pour Loulou. Qu'est-ce que vous avez écrit au tout début et comment vous avez procédé? Vous êtes allé voir des producteurs, vous avez pitché, parce que ça arrive aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des pitchs qui sont organisés par exemple dans les festivals, ou je crois que même à la SACD on en a fait, qui permettent de pouvoir avoir un parterre de producteurs qui écoutent les jeunes auteurs pitchant leurs projets, puis qui sont ensuite contactés par eux. Alors, dans votre cas, comment ça s'est passé? Alors c'est un peu particulier parce qu'on voulait absolument se passer d'aller chercher des financements, d'aller chercher un diffuseur. On a commencé à écrire Loulou en se disant, alors là moi personnellement j'avais d'autres projets à côté qui prenaient beaucoup de temps comme souvent. Et Loulou c'était aussi, il y avait cette urgence de la grossesse, cette échéance de l'accouchement, mais ça allait aussi avec l'envie de tourner, quoi, de faire et pas juste écrire, réécrire. Et on avait envie de tourner, quoi. Et on s'est dit, tant pis, on fait ça. Alors, pas à l'arrache, on avait envie de faire ça bien et que ce soit une chouette série. On avait des ambitions artistiques, mais on voulait pas attendre et on s'est dit, on s'en fiche d'avoir un diffuseur. On sort la série sur Internet et ça marche pas, tant pis. Enfin, on avait vraiment envie de faire, en fait. Et ce qui nous a un peu... ce qui a été super, c'est qu'on a bossé très vite avec Thibaut Ader, qui est un ami et qui est producteur, qui venait de monter sa boîte de production, la Honda, et qui nous a dit ok, d'accord, on tourne sans diffuseur, on y va. Et du coup, on a tourné 5 épisodes. On a fait sur une plateforme de crowdfunding, c'est ça. Donc voilà, on a été soudoyer les grandes tantes qui ont un peu d'argent. Et on a monté un budget comme ça et on a tourné 5 épisodes en respectant pas du tout, enfin voilà, en ne suivant pas les règles, entre guillemets. Et c'est avec ces épisodes-là que Thibaut nous a dit, je pourrais les mettre sur Internet, mais laissez-moi quand même aller voir les diffuseurs. Laissez-moi faire un petit tour de... Voilà. Et il a été voir la plateforme de France Télé, la plateforme digitale de France Télé, je sais plus, je crois que d'autres diffuseurs, et c'est Arte Créatif qui a dit attendez, ne les sortez pas tout de suite, nous ça nous intéresse. Voilà. Et après on a retourné, ils nous ont commandé 5 autres épisodes pour qu'on ait une vraie saison de 10 épisodes. Voilà. Donc c'est un peu particulier comme... voilà. D'accord, donc ce qu'on a vu là, ce sont des épisodes que vous avez tournés vous-même? Alors ça c'est la bande-annonce de la saison 2, donc là pour le coup Arte Créative a financé le développement, c'était un peu plus dans les règles la saison 2, mais la saison 1 il y a 5 épisodes qu'on a tournés sans diffuseur et 5 autres épisodes, 6 autres d'ailleurs qu'on a tournés avec Arte Créative derrière nous. Donc avant de les tourner vous les avez écrits? Oui. En principe. Je saute un peu une étape, mais oui. C'était pas que de l'impro, j'imagine. Donc comment ça s'est passé pour l'écriture des 6 suivants c'était OCS, hein? Pardon, à Créative. Comment ça s'est passé avec eux? Vous avez eu une convention d'écriture? Vous êtes rentré avec le producteur avec une convention d'écriture pour écrire la suite? Je suis même pas sûre. Je crois qu'ils nous ont pas. Ouais. Non, pas du tout. Enfin, j'ai jamais eu une convention entre les mains, donc j'imagine que non. Une convention, ça veut dire que le producteur, le diffuseur finance l'écriture. Ah, pardon, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle convention d'écriture. Ouais, mais c'est pour vous dire que c'est mes débuts, moi. Non, ils nous ont, en fait, ils nous ont demandé d'écrire en tout cas la suite dans la même veine que le début. C'est-à-dire d'être assez libre dans le ton, dans la façon dont on voulait raconter les différents enjeux de la grossesse et de l'entourage de la grossesse. Et vous avez un contrat, c'est ça que je veux dire. Vous avez un contrat oui, sûr, avec le producteur. Sûr. Et vous avez été rémunéré à chacune des étapes, c'est-à-dire pour les 5 premiers et les 6 suivants? Du coup, honnêtement, on a été vraiment quasiment pas rémunéré pour les 5 premiers épisodes qu'on a tournés. Mais bon, c'était le choix qu'on avait fait nous aussi, donc on était prêts à... Voilà. Et après, il me semble qu'Arte, en fait, ils ont acheté ceux qui avaient déjà été tournés, mais je crois pas qu'ils aient payé le développement des épisodes. Mais ils ont acheté la suite sans forcément... Je sais vraiment que la saison 2, il y a eu vraiment pour le coup une convention de développement, ce qui n'était pas le cas du tout sur la saison 1. Voilà. C'est un peu comme si on avait déjà écrit les 5 autres épisodes de la saison 1 qu'on allait tourner. Il n'y a pas eu vraiment de développement financé. Mais ils ont quand même acheté 5 nouveaux épisodes. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris? On n'est pas au courant. Est-ce que vous avez touché de l'argent pour écrire? D'accord.
Oui, on a touché de l'argent. Le producteur vous a fait un contrat, vous avez eu un contrat d'auteur, d'accord. Oui. D'accord. Et est-ce que la chaîne a participé au financement de ce... C'est ça que je voulais dire, c'est que je crois qu'ils n'ont pas participé au financement de l'écriture sur la saison 1 du tout. Mais le producteur, qui est quelqu'un de très classe et qui fait bien son travail, nous a quand même fait des contrats d'auteur et s'est arrangé pour qu'on ait une rémunération. Et la saison 2, par contre, ils ont vraiment payé l'écriture totalement. Voilà. C'est des films de quel budget, vous savez? Aucune idée. Ouais, on a laissé Thibaut, on a franchement aucune idée. D'accord. Désolée. Ok. Bon, on va passer au suivant, ça sera peut-être plus clair sur la démarche. Alors, même question qu'aux autres. Quelle est la question? Non, pas combien vous avez touché. C'est à partir du moment où vous avez développé le concept, quelles ont été vos premières démarches pour faire avancer le projet? Du coup, comme on a eu le fonds d'innovation du CNC, on a eu pas mal de demandes de producteurs qui voulaient lire le projet, il me semble. Et je crois que on avait chacun une agente différente, et c'est une de nos agents qui l'a envoyé à Charline de Lépine, qui finalement a produit le projet et qui a pris une option tout de suite. Après l'avoir lu, donc on a décidé de le faire avec elle assez rapidement. Voilà. Donc c'est un projet sur lequel vous avez eu de l'aide au développement du CNC, hein, voilà. C'est ça. Et comment circule l'information? C'est-à-dire les projets aidés par le CNC, comment les producteurs en ont-ils connaissance? En fait, il y a une annonce, une publication des résultats avec, il me semble, un pitch court des projets, et du coup les producteurs ont le contact des auteurs qui est mis en ligne pour... C'est bien que voilà. de le dire pour ceux qui ne le sauraient pas. Et moi, en ce moment, je lis des projets pour le fonds d'innovation, et c'est vrai que c'est une super... on lit plein de trucs super, et c'est une vraie... nous, on l'a tenté plusieurs fois, et ça aide vachement, en plus, pour... avancer dans un projet justement avant d'avoir un producteur, en étant assez libre de pouvoir écrire un pilote ou des arches, ou de trouver vraiment le ton de la série avant d'être dans un rapport contractuel qui peut figer un peu les choses. Et voilà, donc c'est un bon tremplin pour développer des séries et des livres de séries. Très bien. José, tu veux rajouter quelque chose sur les premiers contacts avec le producteur? Comment ça s'est passé? C'est-à-dire le producteur, vous a demandé à lire le projet, vous l'avez lu, vous l'avez rencontré? Ouais, les premiers contacts, ils sont toujours super, de toute façon. Et ça a été... Oui, il y avait un autre producteur qui voulait absolument avoir le projet. C'était très rigolo de voir les deux producteurs se battre littéralement... à coup de propositions mirobolantes, que c'était un peu ridicule à la fin. Mais voilà, il y avait une résonance particulière chez cette productrice probablement qui voulait absolument l'emporter, et elle l'emporta. Et du coup, le projet tel que nous on l'avait fait lui allait pas mal. Mais nous on avait développé le projet sur une très très longue période. Avec beaucoup d'ellipses, et on était, je crois, sur 30 ans ou quelque chose comme ça. En gros, des débuts de la télévision jusqu'à la fin des speakeries dans les années 80. C'était très choral. Ouais, c'était très, très choral. Donc du coup, avec elle, le travail qu'on a fait principalement avant de proposer à la chaîne, c'est de resserrer le récit en termes de nombre d'épisodes et de temps de la série. On s'est focalisé sur une année. Et voilà, c'était le principal travail qu'on a fait avec elle, mais qui a duré assez peu de temps. Et 2 mois après l'option, on l'a envoyé à la chaîne, qui a répondu pratiquement dans la foulée. Et puis la convention a été signée, je crois, 2 ou 3 mois après. Et là... Des questions? Oui. Juste connaître la suite des aventures, comment ça peut prendre 7 ans. Combien de temps on a déjà une fois que c'est fini? Non, c'est assez. Ça peut être. Il y a eu une conjonction d'événements qui ont fait que ça a pris beaucoup de temps. Déjà parce que c'était un projet historique, et à l'époque, la prise de risque était encore moins valorisée qu'aujourd'hui. Donc, projet historique, c'était vraiment banni de toutes les chaînes. Donc, il y avait vraiment cette appréhension de le faire. Comme c'était un projet vraiment nouveau sur lequel il y avait peu de références sur lesquelles se baser,
Il a fallu trouver un ton, trouver une manière. Voilà, nous on s'approchait, enfin voilà, on citait Mad Men, on citait The Hour en Grande-Bretagne, mais bon, c'est des références très lointaines de ce que France 2 avait l'habitude de produire. Entre-temps, il y a eu un changement de direction, donc du coup, ce qui a été signé avant est forcément désigné par la direction qui arrive, et puis quand même, le projet a été gardé au chaud, et puis finalement ressorti. Enfin, voilà, il y a eu plein d'événements un peu politiques, qui ont fait que le projet a pris autant de temps à se faire. Mais principalement, c'est, je pense, parce que France 2 n'a pas tout de suite assumé cette série, a voulu chercher à la ranger dans une case, en fait. Assez vite, d'ailleurs, ils nous ont demandé de mettre du polar là où il n'y en avait pas. Donc voilà, tous ces atermoiements ont fait que finalement, 7 ans après, le projet était enfin diffusé, mais en très résumé. Donc la question fait que ça anticipe un petit peu sur la question que je voulais poser. Je voulais demander à chacun quels étaient à la fois ses rapports avec producteurs et diffuseurs, c'est-à-dire de préciser vos rapports avec l'un puis l'autre. Donc tu as déjà un peu répondu avec France 2. Il y avait une autre question. Oui, ma question c'était de savoir comment fonctionne Comment fonctionne le fonds d'aide à l'innovation du CNC. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour postuler à cette aide? Bonjour. On va faire très rapidement, mais en gros, le Fonds Innovation, c'est des aides destinées aux auteurs qui vous accompagnent dans les premières phases donc, de conception de vos projets. Il y a des aides au concept, il y a des aides à l'écriture, il y a des aides à la réécriture. Donc ça, c'est toutes les aides qui sont destinées aux auteurs. Et il y a des aides au développement qui sont destinées aux producteurs. En l'occurrence, les premières phases, c'est 10-15 pages que vous pouvez présenter au CNC. Et donc ensuite, ils les lisent anonymement et ils vous accompagnent en fonction de vos projets. Louis Jacobet, qui est assis mais grand quand il se lève, est là. Il est en charge de ce dispositif et on sera là pour la suite, en tout cas du Petit Cocktail, si vous voulez qu'on vous en parle plus en détail et qu'on vous présente tout ça. On peut vous recevoir en amont et vous donner tous les conseils si vous avez des projets et que vous avez envie de les déposer. Voilà. Il ne faut pas se décourager quand vous ne l'avez pas. Exactement. Nous, on ne l'a pas eu. Donc je reprends ma question de tout à l'heure, c'est donc quels sont vos rapports, quels ont été vos rapports avec le producteur d'abord, le diffuseur ensuite, et vous en tant que jeunes auteurs qui sortaient juste de la Fémis, vous avez été perçus à la fois par le producteur dans votre relation et par le diffuseur. Ce qui est intéressant avec la prod qui nous a accompagnés, c'est qu'ils avaient éminemment conscience qu'on était des jeunes auteurs et qu'il fallait nous driver, nous chapeauter. Donc on a eu dans un premier temps un consultant qui est Benjamin Dupas, qui nous a aidés à rebâtir notre pilote et qui nous a donné des petits cours de 26 minutes, très doctement comme ça. Et c'était bien. Et à l'issue de ça, donc on a pu écrire un pilote qu'elle a pu faire lire aux différentes chaînes. Et une fois qu'on a eu vendu le pilote à OCS, une autre scénariste nous a rejoint, qui est Camille Rosset, qui est la co-scénariste d'Irresponsable sur OCS, et est arrivée avec toute son expérience, elle, du 26 minutes, de la construction des arches de saison 1 et de son expérience de CS aussi. Et vous n'avez pas de producteur à ce stade? Je n'ai pas saisi, vous aviez un producteur à ce stade? Ouais. Qui s'appelle? Christine de Bourbon-Busset. Ah, d'accord, c'est avec Christine, donc vous avez démarché OCS. Ouais. Oui, d'accord, ça n'a pas été précisé, donc... oui. Ouais. Voilà. Non, oui, après, ce qui est chouette, c'est qu'on a fait ça avec Camille, qui est quand même aussi une jeune auteure. Au départ, Christine pensait à nous mettre quelqu'un de plus senior et finalement a été d'accord pour avoir quelqu'un de jeune, mais quand même avec plus d'expérience pour nous aider. Globalement, vous avez eu la chance de tomber sur le bon producteur. Voilà. Oui, je confirme. Mais après, comme je dis, c'est pas... Avec OCS. Voilà, avec OCS. Peut-être que ça aurait été sur TF1. Non, mais c'était pas trop pour TF1, je pense. Ouais. Et avec le diffuseur, quelles ont été vos relations avec, en l'occurrence OCS, comment ça fonctionne? Il n'y en a pas. Non, on les a vus une fois, ECS, on a eu une réunion avec eux, enfin, c'est la façon dont ils fonctionnent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils achètent un truc, après on est libre. Vous êtes libre. Et on les revoit en salle de montage à la fin, quoi.
Vous avez d'autres expériences avec d'autres diffuseurs? Moi, c'était France Télé Nouvelles Écritures, mais c'est de la web-série, c'est différent, c'est Particulier, comme ouais. Arte Créative, quoi. C'est extrêmement libre. Donc, D'accord, donc vous avez mangé votre pain blanc, quoi. voilà. Même question vous concernant, vos rapports avec votre producteur, et je passe le micro, parce qu'il y en a qui se promène dans la salle, donc, et avec diffuseur. Alors notre rapport avec le producteur, donc Thibaut Ader de la Honda Production, qui a très rapidement lu les premières versions de nos épisodes, a beaucoup participé, a été très 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 présent sur les idées, sur l'énergie à mettre dans la série, enfin en tout cas le ton aussi à adopter. Et il nous a présenté beaucoup de gens, beaucoup de gens sont venus se joindre à nous, se coller à l'équipe de Loulou, des jeunes auteurs surtout, qui sont venus un peu pimper. Alors les arches étaient déjà écrites, les épisodes étaient déjà très, très bien dessinés, mais ils sont venus un peu pimper au moment du dialogue avec... on a eu un garçon, par exemple, 2 garçons finalement, qui ont réussi à intégrer l'équipe, à pousser comme ça les filles pour venir raconter 2-3 choses sur les épisodes. Donc en fait, on a aujourd'hui, avec une saison 1 et une saison 2, on a 21 épisodes qu'on a donc chapeautés, archés, dialogués pour la plupart, et sont venus du coup présentés par Thibaut, beaucoup de gens pour nous accompagner. Donc on a travaillé beaucoup en binôme, alors en trinôme dans un premier temps, avec Géraldine de Margerie qui nous a rejoint en fin de saison 1, et ensuite avec des auteurs qui venaient. Voilà. Et concernant Arte, je crois qu'en termes de liberté, on ne pouvait pas être... c'était magiquement libre, à part on a eu un débat sur le fait de pouvoir dire drogue, je sais pas pourquoi à un moment, donc on a pu dire Marie-Jeanne, je crois, voilà, on n'a pas eu le droit de dire marijuana, et donc on a eu le droit de dire Marie-Jeanne, ce qui était encore plus drôle du coup, donc on les a remerciés pour cette bonne vanne, mais vraiment sinon ils ont été ils n'étaient que clients et que moteurs de nos idées. Chez Arte? Je passe la parole à Lise Vial. Marianne Leblond-Lévy et Sacha. J'ai pas son nom de famille. Sacha, qu'on aime beaucoup, mais j'ai pas. Que la fiction classique d'Arte. Non, ils ont vraiment. C'est très différent. Ouais. Pour diffuser, ils ont besoin de se mettre d'accord. Il y a beaucoup de commissions. Il y a une commission à Strasbourg. Il faut passer avoir tous les feux verts en interne. Mais une fois que Arte, au-dessus, on leur a dit oui, c'est vraiment eux qui chapeautent et qui demandent l'avis de personne d'autre, quoi. Donc c'était vraiment Marianne et Sacha qui. Sacha, on trouvera son nom avant la fin, c'est terrible. On n'a même pas picolé à midi, donc on n'a même pas d'excuses. Et oui, et l'écriture, ça a été vraiment très collectif. Encore une fois, cette urgence de tourner, on avait des synopsis des épisodes qu'on avait donc coécrits avec Marie et Louise. Et Thibaut, parce qu'il fallait se dépêcher, on a créé comme ça des binômes pour dialoguer les épisodes avec 4 auteurs sur la saison 1 qui nous ont rejoints pour dialoguer. Ce qui était très chouette. Voilà. Et on faisait des réunions à plein, on était tous ensemble à chaque fois. Le producteur nous faisait des retours et il y avait vraiment un truc vraiment collectif, quoi, qui... Après, pour préciser quelque chose, en saison 1, c'était donc, on faisait beaucoup de réunions donc très très collectives qui à la fois étaient hyper excitantes, très drôles, très riches, parce que tout le monde venait avec ses idées, ses envies et ses blagues. Après, ça a été quand même, on a appris aussi de la saison 1 pour se recadrer un peu en saison 2, ce qui fait que qu'on a finalement, Alice est venue, a eu un peu le rôle de script doctor, si on peut dire ça, showrunneuse. Elle est venue chapeauter un peu l'ensemble de l'équipe des auteurs pour éviter justement cet élan collectif qui faisait finalement perdre du temps, alors que ça devait être un moteur d'énergie et de production rapide. En fait, finalement, c'était aussi... on a appris à se recadrer en saison 2 parce qu'on avait beaucoup de monde et cet esprit labo devait aussi trouver son leader et son chef de file, qui a un rôle qu'Alice a pris en saison 2, qui a fait qu'on a avancé beaucoup plus vite sur l'écriture en saison 2 qu'en saison 1. Ça, vous avez travaillé sous forme d'atelier? D'atelier au sens... américain du terme, je veux dire, avec effectivement c'est gentil de préciser, avec des auteurs, avec des propositions, avec quelqu'un qui fait la synthèse, qui écrit le pilote. Le pilote, par exemple, l'épisode 1 de la saison 2, comment vous l'avez écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors,
effectivement, on est sur la saison 2, c'est plus précis pour nous, c'est plus récent et en plus c'était un peu plus cadré. La saison 1, il y a vraiment un truc de laboratoire, on cherchait un peu notre méthode. Sur la saison 2, donc avec Louise, Géraldine qui nous a rejoint, on était vraiment le noyau dur, c'est-à-dire que toutes les quatre, on a balancé des tonnes d'idées Enfin voilà, en fait on a écrit plus que 10 épisodes, mais on voulait que les 10 qu'on garderait soient vraiment ceux qui nous... Enfin voilà, on a pris le temps d'écrire les 10 épisodes, des synopsis assez détaillés, et donc pour le coup, oui, en labo, collectivement à 4. Et ensuite, il y a d'autres auteurs qui nous ont rejoints au moment de dialoguer et qui allaient dialoguer en binôme ou en trio, je sais pas comment, en trio, je pense pas que ça se dise en trio, c'est pas grave. Et ensuite, on faisait des réunions où pour le coup, c'était des moments un peu justement collectifs où on faisait des retours sur le... Alors c'est vrai qu'en saison 2, j'ai essayé, j'ai pas vraiment... j'ai plus... Enfin, je sais pas, en tout cas, pour pas que tout le monde fasse un retour et qu'on soit un peu perdu, il fallait qu'avec le producteur, on prenne un peu on prenait un peu plus les commandes, mais chacun pouvait suggérer des choses. Et voilà, je sais pas si c'est clair. Les auteurs, comment on appelle, additionnels parfois, sont choisis comment ? Vous les connaissiez ? Vous avez Non, c'est vraiment Thibaut qui a eu l'idée, qui nous les a présentés et on les a adorés. Et du coup, c'était évident, dans la saison 2 que ces auteurs reviennent pour dialoguer. Mais c'est vraiment Thibaut qui... Par exemple, Géraldine, il adore les tutotal. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un programme Arte qui est vraiment très très drôle, de tutos qui deviennent des bandes annonces, de bandes annonces de films. Et c'est Géraldine qui fait ça, qui monte, qui fait la voix, qui écrit. Ils sont deux. Et Thibaut nous a dit, cette fille est géniale, il faut absolument... Nous, on n'aurait jamais osé aller je pense qu'on n'aurait pas osé aller lui proposer. Et donc, il a été la chercher. Et voilà. Il avait que des bonnes idées comme ça, donc c'était cool. D'accord. Alors, on revient à Speakery, nous a déjà répondu en raison de ta question, un peu au rapport avec le diffuseur, etc. Mais je voudrais revenir sur une chose qui est, j'ai l'impression que vous avez un peu souffert de l'interventionnisme à la fois du producteur et du diffuseur dans le processus créatif. Je me trompe ? Non, pas du tout. Nous, je pense que c'est nettement moins idyllique que ce que racontent nos concerts. Parce qu'on a, dès qu'on a signé la convention, donc assez rapidement, là, ça a commencé à aller beaucoup moins vite, en effet, parce qu'on nous a d'abord dit qu'on était trop jeunes pour écrire ce projet nous-mêmes. Et donc, on nous a suggéré, enfin plutôt même imposé, de travailler avec des auteurs confirmés, qu'on n'a pas vraiment choisi. Enfin, pour les premiers, c'était un peu plus... on a quand même rencontré donc, Olivier Gors, en l'occurrence, qui est un scénariste plutôt de cinéma, qui est venu écrire avec nous, avec qui ça s'est plutôt bien passé. Mais la productrice a décidé de changer d'auteur en cours de route, en allant chercher une autre auteure qui est Nicole Jamet. Et il y avait, je pense, un petit gap générationnel, parce que Nicole Jamet, elle est une autre école de la télé, et je pense que le projet, en fait, il se situe vraiment, par rapport à ce que vous racontez, à un point de passage entre des méthodes assez old school, je dirais, d'écriture, et une nouvelle génération qui écrit plus en atelier, qui est plus sur le collectif. Et donc Nicole Jamet, elle n'était pas habituée à collaborer, elle faisait ses trucs dans son coin, et du coup, ça a été assez compliqué, puis elle s'est mise à écrire le projet à un moment, à se l'approprier, quoi. Donc nous, il y a une phase du projet où on s'est retrouvé un peu exclu de notre propre histoire, et on a eu l'impression vraiment d'en être dépossédé, quoi. Donc ça n'a pas été très agréable. Et je pense, et c'est même sûr que si on avait eu d'autres projets avant, le fait d'être sur une première série et que ce soit une première expérience pour nous deux faisait qu'on n'avait pas la légitimité, la liberté de faire ce qu'on voulait du projet. Et du coup, le projet, on citait Mad Men, Mad Men qui rencontre Dolmen, en l'occurrence, c'était pas... il y avait un problème d'orientation, quoi, mais sans dénigrer c'est plus une question de cohérence artistique, quoi, où si on avait pu choisir, je pense qu'on était ravis de collaborer avec quelqu'un qui avait un peu plus d'expérience et tout. On était même avide de ça, on était ouvert à cette possibilité, et on n'avait jamais écrit de 6x52 en entier, on avait envie de le faire, mais ça a été fait un peu au forceps, et du coup ça a été pénible, alors que ça aurait peut-être pu être plus
harmonieux. Et le diffuseur, comment il vous appréhendait dès le départ? C'est-à-dire qu'il vous a considéré comme des auteurs à part entière, ou des auteurs vraiment un peu jeunes, d'accord avec le producteur, favorables à l'intervention d'auteurs plus expérimentés, extérieurs? Le diffuseur, j'ai l'impression, quel qu'il soit, va jamais te dire vraiment en face ses réticences ou ce qu'il pense de toi. Hein. Ça va toujours être un retour du producteur qui aussi peut inventer ou dire ce qu'il veut par rapport à oui, mais le diffuseur, tu sais, qui m'a dit que machin. Donc au final, tout le monde nous dit des choses que quelqu'un d'autre aurait dit et on peut jamais vraiment savoir. Vous avez des réunions avec le diffuseur quand même? Ouais, bien sûr. Donc ils vous ont dit les choses en face? Non. Donc non, en tout cas, notre jeunesse et notre inexpérience n'a jamais été officiellement et devant nous un problème. Donc voilà, mais il y avait une conjonction d'éléments qui leur faisaient peur sans doute. Voilà, des gens qui n'avaient pas 30 ans, qui voulaient écrire sur une série des années 60, peut-être que dans leur tête c'est impossibilité. Donc du coup ils sont allés chercher quelqu'un qui peut-être avait l'expérience culturelle de l'ORTF pour nous. Et voilà, mais finalement ce match-là n'a pas été aussi réussi qu'il aurait pu l'être. Donc voilà, c'est peut-être un mauvais calcul de management en fait. Oui, je comprends. Oui. Je te rassure, moi j'ai écrit pour France 2 Unitaire qui s'appelait 1905, que j'ai pas vécu la période. Hein. Voilà, du coup. Des questions, parce qu'on fait comme ça, on fait un petit round à chaque fois, et puis on peut breaker avec quelques questions au passage. Non, c'était pour en finir avec Nicole Jamet. Définitivement? Non, pas définitivement, je ne connais pas cette dame. Mais non, vous disiez que vous étiez fait un peu déposséder du projet, du coup, par cet auteur. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que le projet, vous avez été dépossédé jusqu'au bout, ou il y a eu une réappropriation non, en fait, à un moment donné? On a travaillé donc sur des arches avec donc les premiers auteurs avec qui on a travaillé. Ces auteurs ont été débarqués et Nicole Jamet est arrivée. Donc on a commencé à travailler avec elle sur de nouvelles arches. On a d'ailleurs... qui ne changeait pas énormément de ce qu'on avait fait. Et on était arrivé d'ailleurs sur des arches, je crois que c'était 8 x 52 à l'époque. Et quand ces arches étaient terminées, elle nous a juste dit qu'elle allait avancer un peu toute seule, très laconiquement. Et du coup, 4 épisodes plus tard, la productrice nous a tenu périodiquement au courant de ses avancées. Et donc en fait, elle avait besoin de s'approprier ces épisodes. Concrètement, elle a écrit les 4 premiers épisodes et nous, on a écrit les 5 et 6. D'accord, mais donc avec l'accord du producteur, c'était entendu comme ça? Ah bah c'était plus que l'accord, oui. D'accord. C'était très fortement suggéré. Allez lui demander. D'accord. Ok, merci. Je pense aussi que c'est que nous, il y a un moment où on a eu un peu une divergence de vue sur le projet, où nous, le côté trop polar qu'on collait sur un sujet qui ne l'est pas, nous allait pas tellement, et on n'avait pas envie de le faire comme ça. Donc je pense qu'il y a un moment, ce refus d'obstacle faisait que c'était... peut-être que ça a facilité le fait qu'on n'écrive pas les 4 premiers. Ouais, et puis au bout d'un moment aussi, le temps passant, on avait d'autres choses à faire. On a eu d'autres séries à créer où ça s'est passé beaucoup mieux. Donc finalement, c'était important pour nous de revenir boucler la boucle et d'écrire les 2 derniers épisodes sur la base d'Arches, dont on avait constaté qu'elle n'avait pas beaucoup changé finalement en 7 ans, comme quoi. Mais c'était important de terminer cette histoire, cette première création de série, et de ne pas rester dans un regret, dans une amertume. Quoi. Voilà. Même s'il y a quelques petits regrets par-ci par-là. Mais... D'autres questions? Pour le moment, non? Je reviens vers vous. Quand vous avez commencé à écrire votre premier projet, dans le sens de... la question n'est pas simple pour vous répondre, c'est pour ça que je fais un peu à l'avance. Parce que je vois qu'il y a pas mal de jeunes gens qui sont peut-être des jeunes auteurs pour certains, se heurtent à un problème qui est de présenter la meilleure Bible possible ou le meilleur projet possible.
Donc, à partir de votre expérience, vous, sur la manière d'écrire et de formuler votre proposition, est-ce que vous auriez des choses qui vous ont marqué, que vous pourriez transmettre, voilà, ou des conseils à donner, ou une forme particulière? Par exemple, vous préférez écrire un projet de Bible d'une certaine manière, avec une présentation de personnages, avec par exemple le synopsis des arches, ou en tout cas, disons, les arches, voilà, et puis un synopsis d'épisodes. Comment vous fonctionnez sur l'écriture concrètement d'un projet, puisque c'est la question centrale d'aujourd'hui? Ouais. Non, mais ce que il y a eu plusieurs arches de fait. Ouais. Non, mais sur un projet comme ça, ce qui était important, c'était de vendre le ton. Donc, la clé résidait dans le pilote. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de projets. Un pilote dialogué est souvent bien plus parlant qu'une Bible de 35 pages avec des arches détaillées, etc. Après, ça dépend des projets. Il y a des projets des séries qui reposent vachement sur les arches et les turning points et le suspense, etc. Donc, ça dépend un peu de votre projet. Mais j'ai l'impression que ça sert à rien d'écrire des bibles hyper longues, hyper détaillées. Parce qu'il faut faire ses preuves sur un premier épisode, quoi. C'est ça qui marque, qui frappe les diffuseurs et les producteurs, je pense. Je crois que... Ouais. Alors, je permets d'intervenir, mais ça, c'était possible dans le cas qui est le vôtre, parce que c'est le cas de la Fémis, dans lequel vous avez eu le temps, vous étiez là pour développer un projet allant jusqu'à l'écriture d'un pilote. Économiquement, c'est très compliqué à faire quand tu es un auteur en freelance, en dehors d'un cadre comme celui dans lequel vous étiez. Enfin, c'est une prise de risque personnelle, c'est un investissement considérable. Alors, est-ce que c'est un investissement que doivent faire tous les jeunes auteurs? Parce que c'est vrai que c'est assez confus aujourd'hui, par exemple, sur ce qu'on dit sur les plateformes. Les plateformes peuvent se prononcer sur un projet à partir de 3 pages, et puis parfois on dit non, il faut un pilote. Donc de plus en plus, on a, parfois avec l'aide du producteur, des projets qui se développent avec les arches, et puis le producteur finance un pilote pour donner le maximum de chances de séduire un diffuseur. En l'occurrence, je pense aux plateformes qui sont très preneuses de ça. Et puis en même temps, dès que vous avez un peu plus d'expérience, ça peut signer sur 3 pages, ce qui est totalement paradoxal. Donc voilà, votre cas est un peu particulier là, en l'occurrence. Oui, et puis je pense que sur ce projet-là, au niveau du concept et tout, peut-être que tout n'était pas complètement abouti. On savait que c'était vraiment sur le ton, les dialogues, tout ça, qu'on allait pouvoir le vendre. Après, je pense qu'effectivement, ça dépend des projets. Je suis pas sûre que notre Bible était magnifique, quoi. Non, d'ailleurs, on n'a pas eu le CNC, la création, je crois pas que ce soit sur pilote d'ailleurs. Alors maintenant vous êtes sorti de l'école, le prochain projet, vous avez un projet actuellement oui, j'en ai de série mais c'est vrai que plus on avance, c'est vrai que quand on a un jeune auteur et qu'on n'a rien fait pour prouver ce dont on est capable, je pense qu'on peut pas faire l'économie du pilote dialogué. D'accord. C'est en ayant plus d'expérience où effectivement on peut se faire signer sur 1 page, sur 3 pages, sur un pitch, etc. Mais il faut quand même qu'il y ait derrière une assise. Et c'est un high concept, quoi. Sauf si c'est un high concept, mais même si c'est un high concept, il faut quand même que les producteurs et que les diffuseurs aient confiance dans le fait qu'on a la capacité de mener notre projet à bien, quoi. Donc sur la suite, sur les nouveaux projets, là, en l'occurrence, concrètement, sur les stades, à quel stade vous en êtes sur les nouveaux projets? Moi là, je suis en train d'écrire une Bible pour une prod danoise qui, en ayant vu HP, m'ont donné carte blanche. Et m'ont signé sur 1 page. Sur 1 page. Voilà. Donc ça n'est pas arrivé en France, mais c'est arrivé avec des Danois. Voilà. Et donc là, ta mission, c'est quoi aujourd'hui? Donc, tu as une commande, et cette commande consiste en quoi? C'est de faire une Bible, un pilote, etc. Mais c'est faire une Bible, un pilote? Oui, mais en étant payé dès le départ, quoi. Oui, bien sûr. C'est ça qui change entre le début de carrière et le juste après. Tu travailles seul en ce moment sur ce projet? Pour l'instant, je suis seule, mais je vais faire rentrer des auteurs après, mais pour l'instant, je suis seule. D'accord. Ouais. Donc l'objectif, c'est une série de... c'est pour l'instant, le format n'est pas défini parce qu'on s'adaptera aux diffuseurs, en fait. D'accord. Voilà. Vous travaillez ensemble encore ou pas? Pas pour l'instant. Pas pour le moment. Peut-être dans les... Et toi, de ton côté? De ton côté, sur les projets après, actuels. On a commencé à écrire un petit peu la saison 2 aussi d'HP, là. Au début, mais on ne sait pas si elle va être... Oui, parce qu'on ne sait pas si la série va être... reconduite encore, mais donc du coup on fait les arches là. Voilà, donc on sait pas, on saura après la diffusion, et là sinon moi je bosse pas sur... C'est-à-dire que le diffuseur n'a pas commandé la saison 2, il attend la diffusion pour commander la saison 2. Ouais, voilà. Et sinon là je bosse sur un projet de long métrage, donc pas de série là, sur mon projet.
Ok. Même question. Vous en êtes, vous, où aujourd'hui, enfin, quels conseils pouvez être donnés sur l'écriture d'une Bible? Alors, je sais que c'est un cas un peu particulier, vous avez beaucoup d'écrits. Alors, sur les projets à venir, ou les projets actuels, vous travaillez sur d'autres projets, hein, si je comprends bien. Est-ce que dans un cadre un peu plus classique? Est-ce que vous êtes dans une approche un peu plus traditionnelle? Est-ce que vous écrivez, par exemple, un pilote aussi d'une série que vous aimeriez développer pour essayer de démontrer que c'est une série formidable? Moi, je suis plus sur des projets de long métrage. Je coécris mon premier long métrage en tant que réalisatrice avec Marie, justement. Et là, je réfléchis à une idée de série et je passerai par l'étape Bible classique. Et je me pose d'ailleurs la question de est-ce que je fais une Bible longue? Je suis en plein dans ces questionnements-là parce que j'entends pas mal de choses et je connais une boîte de prod où carrément leurs auteurs ils leur commandent que des pilotes dialogués, même pas la peine de faire de Bible. Tu fais un pilote et on commande un pilote et on va voir les diffuseurs. On s'embête plus avec des Bibles. J'ai l'impression que ça change pas mal. C'est en train de pas mal bouger. Je dis ça, je dis n'importe quoi, mais c'est ce que j'entends en tout cas. Non mais oui, mais voilà, tu connais la raison pour laquelle de plus en plus de producteurs demandent d'avoir un épisode je crois que l'histoire du ton, elle compte vachement, surtout quand on fait de la comédie ou de la comédie dramatique. En fait, tant que le diffuseur n'a pas lu de dialoguer, le diffuseur n'est pas rassuré. Je pense que ça peut être lié à justement une histoire de ton. Et la prod dont je parle, ils font plutôt des séries de genre et des comédies, donc ça pourrait... ça pourrait être lié. Et oui, moi je fais plus de Bible trop long parce que j'ai l'impression même que quand on écrit, quand on écrit sans être payé, qu'on va aller voir un producteur, etc. Mais qu'on n'a pas encore de producteur, ça prend énormément de temps de développer des synopsis. Et parfois c'est un peu casse-gueule, c'est-à-dire que c'est un peu à trous, quoi. C'est-à-dire que quand on n'a pas eu le temps et qu'on n'a pas été payé, qu'on n'a pas eu le temps de vraiment bien développer les choses, non pas que l'argent soit la seule carotte, mais quand même on a besoin de... Voilà. Je trouve qu'il y a un peu des trous et c'est là que... ça met pas en valeur la série en général et du coup maintenant je m'embête plus avec cette étape-là. Je me concentre vraiment sur le concept, les personnages, les arches, mais je passe plus par... peut-être que c'est une bêtise, mais par développer par écrire le synopsis du premier épisode et si une prod me commandait un dialogué, je serais ravie. Je le ferais pas. Je trouve que c'est énormément de travail et je le ferais pas si j'ai pas encore de prod, mais voilà. D'accord, c'est une question du coup que j'aimerais poser moi au CNC, de savoir s'ils sont dans une réflexion par rapport au modèle d'aide, c'est-à-dire est-ce qu'on doit aider le développement d'une Bible, est-ce qu'on doit soutenir l'écriture d'un pilote. Aujourd'hui, la tendance, effectivement, va assez vers l'écriture d'un pilote pour pas mal de raisons. Est-ce que ces dispositifs qui sont en place au CNC actuellement Au-delà de ce qui a été dit et ce qui est en place, en effet, on est en réflexion. Alors, il va y avoir un grand plan pour soutenir la série, en particulier avec la mise en avant, évidemment, de l'écriture et de l'aspect le plus amont possible. Et donc, on est très à l'écoute de tout ce qui peut permettre d'aider, justement, et de mieux appréhender ces premières étapes-là et de voir comment, en effet, ce qu'attendent les producteurs et les diffuseurs, évidemment, puisque ça ne se fait, in fine, que s'il y a un diffuseur, évidemment, ça va sans dire. Mais on est tout à fait à l'écoute parce que rien n'est figé et comme le décrivait Alice, c'est des choses aussi qui évoluent en fonction de vous, mais aussi des demandes des diffuseurs, bien évidemment. Donc il faut rester très très à l'écoute, mais avec ce souci de se dire qu'il faut savoir aussi vous accompagner à un moment où vous êtes seuls, les auteurs, même sans encore de producteurs et de diffuseurs. Donc là, c'est savoir ce dont vous avez besoin au moment de l'idée, du concept, pour commencer à avancer, vous renforcer et être les plus solides possibles quand vous allez vous confronter à des producteurs, à des distributeurs qui n'ont pas tous la culture danoise de la confiance, de l'ouverture, de l'accueil envers la création et l'auteur. Vous avez des questions dans la salle sur ces histoires de pilotes, ça interpelle? Oui, on n'a pas fini le tour de... T'as raison, le tour. Je voulais juste dire sur la question de la Bible, en fait, la Bible, c'est aussi l'occasion de montrer, c'est assez libre comme document.
on n'est pas obligé effectivement de sortir un gros synopsis ou les synopsis de tous les épisodes. Finalement, c'est un document assez fourre-tout qui permet de donner ce qu'on a envie de donner et ce qu'on imagine aussi. Enfin, on a un document pour convaincre, que ce soit pour le ton, pour les personnages, mais on peut même mettre ce qu'on veut, des images. C'est un document qui est finalement, qui est finalement une liberté et qui est si on en donne trop peu, finalement, ça va permettre aux interlocuteurs qu'on a après, qui est d'abord le producteur puis le diffuseur, de se dire ok, donc les choses ne sont pas encore très figées, donc on va venir créer aussi avec vous et mettre notre grain de sel, etc. Alors qu'on a la chance et l'opportunité en tant qu'auteur, c'est une difficulté d'être seul au début devant sa page blanche, mais au moins c'est peut-être la seule fois qu'on a d'être seul véritablement avec son idée et de dire ok, c'est ça que je veux faire. Donc autant essayer de véhiculer le maximum d'idées pour être clair et faire comprendre à mon interlocuteur ce que je veux faire. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Parce que typiquement pour Speakerine, je pense que ça nous aurait peut-être bien aidé d'avoir effectivement un pilote, parce qu'au moins on aurait... Je pense que ce qui n'a pas marché, c'est que tout le monde avait une idée divergente de ce qu'allait être cette série. Et c'est vrai qu'une Bible un peu vague, ça permet à tout le monde de fantasmer un truc sur cette série. Et donc de signer sur la base d'un fantasme, alors qu'après, une fois que les choses sont signées, c'est « Ah, mais on ne s'était pas du tout compris, en fait ». Et c'est souvent un petit peu chiant parce qu'on a déjà signé. C'est le cas aussi, quand tu pars avec un pilote dialogué. Il y a tellement d'étapes de transformation entre la réalisation, le montage, etc., qu'il peut aussi avoir une part de la part du diffuseur « Ah non, mais en fait, c'est ça votre série ». Mais du coup, effectivement, la seule solution que je vois moi, c'est juste une discussion, un rapport humain entre des gens, en fait, au-delà du texte, au-delà de l'idée. C'est que d'abord, les auteurs et les producteurs, puis les auteurs, les producteurs et le diffuseur, juste se parlent, quoi, et se parlent plus d'une fois 15 minutes pour vraiment se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on veut bien tous faire la même chose, est-ce qu'on est tous bien motivés pour faire ce truc-là. Et si tout le monde est d'accord au début, en fait, le projet se passe... sauf accro majeur, mais se passe super bien. Mais si les gens ne se sont pas parlés juste de manière normale, comme des gens normaux, et se basent juste sur une Bible de 10 pages ou quoi, tu ne sais pas ce qu'il y a marqué dans la Bible. Ouais, mais c'est sujet à interprétation, donc juste on se parle 2 minutes et on se met d'accord et puis on se met à bosser, quoi. Moi, j'ai une question d'ailleurs pour revenir au cœur de notre sujet, et sans parler donc des interlocuteurs, on va dire extérieurs à vos binômes ou trios. Comment vous travaillez vous ensemble? Et donc ça a l'air de bien se passer entre vous chacun, mais comment vous répartissez le travail? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que chacun votre tour? Comment vous vous organisez? Vous nous l'avez décrit un peu pour Loulou, votre writing zones improvisé, puis après un peu plus organisé. Et vous, est-ce que vous avez des fonctionnements un peu organisés ou ça s'est fait de manière Nous, après l'expérience Speakerine, un peu échaudé par cette expérience, on a décidé de monter, on l'a plus maintenant, mais pour la série d'après, on a monté en fait une boîte de prod avec un autre scénariste et on a eu des parts de production dans la série suivante en fait. Du coup, on avait le pouvoir et comme ça, on pouvait choisir... avec quel réal on travaillait, les comédiens, comment on écrivait notre série et pas... Enfin, écouter évidemment ce que nous disait et le coproducteur qui était le producteur principal et le diffuseur, mais ça nous permettait d'être vachement plus maître de notre travail et ça a été une super expérience de tenter les choses comme ça. Tu peux préciser dans quel cadre, c'est moi. Oui. Dans quel cadre vous travaillez? Parce que... vous travaillez avec un diffuseur en tant que producteur? Oui, là, en l'occurrence, c'était pour les 10x10 de Studio Plus. Et c'est une série qui a d'abord été en 10x10, puis montée en 4x52 pour Canal. Et on avait, nous, une part de la production déléguée avec une autre boîte de prod qui, elle, avait déjà plus pignon sur rue, on va dire. Et donc, nous, on avait un petit pourcentage, mais qui nous permettait, en fait, d'avoir... aussi le droit de regard sur toute la fabrication, quoi. Et même sur le budget, en fait, du coup. Et votre objectif, c'est de faire ce que vous avez fait avec Studio Plus, de pouvoir le faire avec d'autres diffuseurs plus importants, entre guillemets. Oui, en fait, là, on s'est arrêté de travailler avec le troisième auteur avec qui on travaillait pour différentes raisons, mais on avait envie de... Enfin, je pense qu'on remontera une structure, ce qui n'est pas forcément très compliqué en plus, pour
ça peut être pour chaque projet ou une structure qu'on utilise. Enfin voilà, après il faut avoir envie de gérer un peu le côté administratif d'une boîte qui est quand même une petite part du... Mais, vous imaginez qu'avec par exemple France Télévisions, vous avez un projet France Télévisions, en tant que producteur, avec un coproducteur, vous allez avoir la possibilité d'influer sur le choix des réalisateurs et le casting par exemple? Je sais que, on n'est pas du tout à cette échelle-là, mais pour un village français, je pense que Frédéric Réville, par exemple, il a une part de prod dans le projet, et c'est France Télévisions. Non, mais je dis pas, mais en tout cas, ils le font parfois, donc je pense que c'est possible s'ils ont vraiment envie de faire un projet. Il y a un côté, c'est apprendre à laisser aussi, quoi, parce que si l'idée est super, on demande pas, en fait, c'est pas une revendication de, c'est pas pour être producteur et avoir ce statut, c'est plus une question c'est finalement une façon de devenir showrunner à la française, puisque ce statut n'existe pas tant que ça en France, et donc de se garantir... oui, voilà. Il y a quasiment que Éric Rochant qui aujourd'hui peut être qualifié de showrunner parce qu'il est aussi producteur de la série. Il peut vraiment peser sur tous les choix artistiques du début à la fin. Mais j'ai vu que la Fémis venait de créer sa section showrunner. Non, je viens de voir ça. C'est un peu l'équivalent. C'est l'avenir, et je pense que les... Et toi, tu sais comment ça passe de l'intérieur, cette section showrunner de la Fémis? C'est normal, c'est une formation qui vient d'être lancée là, qui est dans la première promotion. C'est une formation continue dont la première promotion est en train d'être recrutée. Donc c'est normal que vous ne l'ayez pas. C'est ça, est-ce qu'il y a du boulot après? En fait, c'était une demande des diffuseurs aussi. Ouais. Mais il faut bien que ça commence quelque part. En fait, tu parlais de France 2. Est-ce qu'ils accepteraient? Ils sont pas habitués parce que personne leur propose en fait, et personne leur demande, parce que les auteurs ne prennent pas non plus cette place, qu'ils sont pas habitués à avoir cette responsabilité-là. Et parce que c'est aussi chiant d'avoir des responsabilités, et il y a des scénaristes qui n'en veulent pas. Donc c'est et beaucoup. Donc du coup, je pense que si on commence à leur proposer une autre forme de système créatif, je pense que ça va devenir une sorte de norme. Mais effectivement, pour être showrunner, il faut qu'il y ait des postes de showrunner. Pour être showrunner, il faut que les scénaristes aient la capacité d'être showrunner, parce qu'être showrunner, il faut aussi manager des gens. Il faut donc parler avec des gens, ce qui s'avère souvent compliqué pour beaucoup de scénaristes. Et se retrouver à diriger plusieurs corps à coordonner plusieurs corps de métier. Donc effectivement, je pense qu'il faut une formation pour ça, mais c'est inéluctable. Que ce soit en part de prod ou en showrunning, il y a forcément quelque chose qui va se passer, qui est déjà en train de se passer et qui va continuer. Un micro pour notre ami. Si je peux me permettre de rebondir, parce que voilà, je suis à la formation continue de la Fémis, donc je peux vous donner un tout petit peu d'éclairage sur cette... Qui parle? Ah pardon, je suis là, donc je m'appelle Karine Bursten, moi je m'occupe de formation en scénario, donc pas de la formation showrunner, mais bon, j'en ai quand même entendu un petit peu parler. Donc effectivement, les objectifs de la formation sont exactement ceux que vous venez de citer, c'est-à-dire de pouvoir coordonner bien sûr l'écriture, mais avoir aussi une capacité, une vision en production, de pouvoir estimer quel est le coût d'une série, qu'est-ce qu'on peut changer dans une série s'il y a besoin de financièrement faire des efforts. Enfin bon, cette formation, elle est aussi très axée sur l'aspect production en fait, et management. Donc voilà, vous êtes pile poil dans la définition de la formation. Et donc effectivement, le recrutement vient d'avoir lieu. Et il y a 6 auteurs qui vont commencer la formation le 12 décembre. Voilà. Vous savez comment elle est perçue, cette formation, par les producteurs? Cette formation, elle est née quand même d'une volonté, je dirais, un peu des diffuseurs, des producteurs, enfin de l'ensemble, je crois, de la profession, qui veut s'élever au rang des pays qui sont capables de produire des séries longues, avec des saisons qui se succèdent. Et c'est dans cette ambition-là que ça a été créé. Et après, bon, il va falloir sûrement des années. On sait bien qu'il ne suffit pas de former 6 personnes pour que tout ça change du jour au lendemain. Mais petit à petit, je pense que l'idée derrière tout ça, c'est que des gens formés pour avoir ce rôle, au-delà de l'écriture, aussi de showrunning sur les séries. Mais est-ce que ce n'est pas également une transformation de mentalité, d'esprit? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, la transformation de mentalité?
pour avoir vu comment fonctionnaient les scénaristes américains, les showrunners américains aux États-Unis, quand ils parlent de leur production, ils citent le directeur de production avec qui ils fabriquent la série et le diffuseur. Et ils disent le producteur, je ne sais même pas qui c'est. Donc, il y a un vrai problème de ce côté-là. C'est-à-dire que le producteur aujourd'hui, moi je constate de mon côté que, disons, beaucoup de jeunes producteurs sentent que le vent est en train de venir vers ça, donc ont une intelligence d'essayer de mettre en place avec les auteurs et avec les réalisateurs une sorte de modèle à la française, doucement, progressivement, qui soit un entre-deux entre le radicalisme américain, qui est vraiment très radical. En tant qu'auteur, ça peut être très satisfaisant, mais je comprends que ça puisse générer des frustrations. Et puis, sortir en plus du système où, au fond, l'auteur, aujourd'hui, peut ne pas du tout être il peut être de fait le showrunner de la série en tant qu'artisan créatif, mais qu'il n'est pas du tout dans les faits. C'est-à-dire qu'il n'a absolument pas le contrôle d'une série qui, par exemple, peut être réalisée sur 8 épisodes par 3 réalisateurs différents, et à chaque fois, le réalisateur a le plein pouvoir sur le scénariste, qui est le seul à avoir une vision d'ensemble des 8. En tout cas, ce que je peux juste... je comprends la question. Je ne saurais pas forcément y répondre parce que je ne suis pas sûre cette formation exactement et tout ça. Mais ce qui est à la base de la formation, c'est vraiment apprendre à dialoguer dans le trio auteur, producteur, diffuseur. Voilà. Et que ce soit de la collaboration, que chacun comprenne quels sont les enjeux pour l'autre dans son métier. Et que si ces gens-là se parlent mieux et se comprennent mieux, ont plus conscience de quel est son travail et en quoi il est utile et là pourquoi il peut s'opposer sur quelque chose et tout ça. L'idée, c'est de faire connaître bien les fonctions de chacun des acteurs du métier. Et que si les gens se connaissent mieux, ils dialoguent mieux, c'est tout. Je pense que c'est un peu une idée de base, mais qui est un peu l'idée de base de pédagogie de la FEMIS, où la première année, les étudiants passent par tous les postes. Enfin bon, c'est jamais que l'idée de pédagogie qui est de base de l'école qui a été réadaptée à ce milieu-là. Parce que parmi vous, est-ce que certains ont eu la possibilité de faire, par exemple, des choix de casting et de réalisateurs sur les séries sur lesquelles ils ont travaillé? Oui. Non, mais nous, je pense qu'on est avec OCS dans un autre deux et qu'il y a une génération d'auteurs qui seront passés par cette école-là et du coup, ça peut infuser aussi après sur les étapes d'après. Mais nous, on a choisi notre réalisatrice. On avait choisi notamment parce qu'elle avait réalisé des épisodes de Loulou, mais pas seulement. Et du coup, le dialogue avec elle était très fluide. Elle respectait notre texte. Elle savait les scènes sur lesquelles elle pouvait improviser, les autres où il fallait qu'elle respecte le texte à la lettre. On suivait ses choix artistiques. On a suivi le casting d'assez près. Donc, avec l'accord du producteur, donc c'est-à-dire en plein accord avec Christine Devront-Musset, qui vous disait d'accord, ok, moi je suis ok pour que vous choisissiez votre réalisatrice. Oui, je crois dans les contrats, comme on avait déjà sur le casting, tout ça, machin, c'était déjà mentionné. Et en termes de réalisatrice, c'était contractuellement. Elle ne trouvait pas de réalisateur. Contractuellement, tu veux dire. Contractuellement, ça figurait dans vos contrats. Oui, peut-être pas pour le choix du réal, mais en tout cas pour le casting, le droit de regard sur tout l'aspect technique. Ouais, ça c'était écrit noir sur blanc. Après, de là à ce que ce soit respecté, c'est notre histoire, mais voilà. Après, ouais, elle nous a laissé choisir. Après, elle cherchait aussi, à la base, je pensais à quelqu'un quand même de plus expérimenté qu'Émilie, mais quand on a vu le travail d'Émilie, ça lui a plu. Elle lui a fait confiance de la même manière que nous on a fait confiance à Émilie, ce qui fait qu'aussi on n'était pas sur le dos d'Émilie parce qu'on savait qu'elle allait interpréter le texte comme on le voulait, quoi. On n'avait pas à avoir peur. Vous étiez sur le plateau? On est venu quelques fois, mais après c'est un tournage tellement rapide que c'est un peu compliqué d'avoir là à ce moment-là un dialogue vraiment avec Laurel, puisque c'est du 10 minutes par jour. Donc voilà, c'était plutôt en amont qu'on a travaillé avec elle. Et vous voyez tous les rushs? Ouais, on avait les rushs tous les soirs. Vous aviez votre mot à dire sur le montage? Oui, on a eu le montage aussi. On était au mixage, à l'étalonnage. D'accord. Tout le temps là. Nous, on a eu, encore une fois, comment? Oui, c'est un cas aussi un peu particulier. Oui, parce que nous, ça n'est que Petits Oiseaux et Grand Soleil sur cette série. Donc non, mais c'est vrai, je me rends compte qu'on a beaucoup de chance, mais on a pu non seulement choisir tous les réalisateurs, Alice Vial, bien sûr, Géraldine de Margerie, Fanny Sidney, Émilie Noblet.
Il y en a eu d'autres, mais on les a tous choisis de façon unanime, collective, avec beaucoup de noms amenés et proposés. Et puis il y a un choix qui s'est fait vraiment collectivement avec le producteur, très moteur, très, très choisi par nous à la fin, mais quand même... on était très libres. Le casting, c'est la même chose. C'est le culot de Thibaut Hader qui nous a permis d'avoir des comédiens comme François Morel, Romane Boringer, j'en oublie plein, mais tous ces... Donc il y a aussi un peu de culot de notre part. C'est-à-dire on avait envie de travailler avec des réalisateurs qu'on trouvait géniaux. On s'est dit, on est tout petits, ils vont rigoler. Et puis en fait, ils nous ont dit non, mais ça nous plaît. Et ils ont eu un regard assez bienveillant. Et c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure sur le rôle d'Alice en saison 2, qui est venue un peu faire la showrunneuse finalement, naturellement. En fait, on lui a pas mis une étiquette, mais ça s'est fait naturellement parce qu'on a bien senti qu'avec toute la bienveillance qu'il y avait, le travail collectif hyper facile entre nous, il fallait bien à la fin qu'il y ait un cadre pour que justement les réalisateurs qui en saison 1 voulaient quand même réécrire beaucoup de choses et on perdait un peu de temps, ça passait bien mais on perdait du temps. Là c'est vrai que ce recadrage-là a été hyper précieux parce que ce travail se faisait avec un interlocuteur qui était Alice quand c'était pas elle aussi la réalisatrice, parce que du coup elle se parlait elle-même et ça c'était plus simple. Voilà. Alors vous, compte tenu de ce que vous avez déjà dit sur vos relations avec producteurs et diffuseurs, quelle a été votre marge de manœuvre par rapport au choix des comédiens et des réalisateurs? Il y a eu plusieurs réalisateurs sur la série? Non, il n'y a eu qu'un réalisateur, Laurent Tuel. Ouais, on a vu les essais. C'était une période où on était mutuellement retour en grâce mutuel. Donc on était en train d'écrire les derniers épisodes. Donc France 2 était content, enfin tout allait soudainement bien. Et donc du coup on était pas mal impliqués dans la recherche des comédiens. On a vu beaucoup d'essais et voilà, on discutait en disant voilà, j'aime bien, machin. Le choix du réalisateur, ça a été fait comme un accord entre le diffuseur et le producteur? Ouais, j'ai même pas l'impression que le producteur a vraiment eu son mot à dire non plus. Donc de travailler tous avec France 2, c'est génial. Et du coup, donc non, aussi, ouais. Bah, ils ont pas mal d'ambition, un peu cinéma, tu vois, pour leur série un peu événement, ce qu'ils appellent leur série événement. Donc les séries qui n'ont aucune saison. Voilà, avec un casting un peu prestige, un réalisateur ou une réalisatrice qui vient du cinéma. Enfin, donc voilà, il y a eu peu de marge de manœuvre là-dessus. Mais voilà, enfin, encore une fois, ça dépend beaucoup aussi du rapport qu'un auteur ou qu'une auteure peut avoir avec son équipe de producteurs. Sur Crime Time, vu qu'on était coproducteur, on a pu effectivement nous proposer un réalisateur qui a été validé, ensuite travailler de concert avec les autres coproducteurs et le diffuseur pour choisir les comédiens. Et après, comme je disais tout à l'heure, en fait, la relation humaine aussi fait beaucoup sur une autre série que j'ai co-créée avec Nils Raoult, Fierté, produite par Joël Faré. Pour le coup, il y avait une vraie entente humaine derrière tout l'aspect contractuel qui fait que elle avait tout simplement envie de me faire partager ses recherches de comédiens avec le réalisateur Philippe Faucon. Et du coup, c'est moins quelque chose qu'elle est obligée de faire ou qu'elle est contractuellement obligée de faire, que quelque chose qu'elle a envie de faire, d'impliquer ses auteurs dans une recherche, dans une recherche de décor. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait faire cette scène-là? Enfin, c'est une question de communication juste humaine et simple, quoi, qui va au-delà d'un rôle assigné contractuellement. Là, tu parles de la productrice. Ouais. De Joël Faré. Ouais. D'accord. Oui, on est un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure, qui est une connaissance mutuelle et une porosité nouvelle dans un décloisonnement des fonctions qui paraît presque inévitable, enfin, pour progresser dans la fabrication des séries et la qualité. Oui, c'est ça. Il faut juste être un petit peu intelligent et se dire qu'on travaille tous, les auteurs, les producteurs, les diffuseurs, pour une même série et qu'on a tous intérêt à ce que cette série soit bonne et cohérente. Donc autant que ça se passe sans se gueuler dessus, quoi. Alors, pour nos jeunes auteurs qui sont moins aguerris que vous à ce stade, est-ce que vous diriez que le fait d'être producteur, en tout cas d'avoir créé une maison de production tout en étant auteur, est un plus pour vous et le modèle
le modèle à peu près idéal pour essayer de garantir d'avoir à l'image que vous avez écrit? Après, je ne sais pas si pour une première... Enfin, je pense que pour une première série, c'est pas forcément simple de l'imposer. Non, mais je parle ensuite. Dans l'absolu, je pense que c'est un bon modèle parce que ça change tout, quoi. Et même pour se responsabiliser un peu, parce que je trouve qu'il y a parfois, c'est vrai, un truc, ce que disait José un peu tout à l'heure, des auteurs qui se planquent un peu aussi derrière leur ordinateur en disant « Ah ben non, j'ai rendu mon texte, maintenant aux autres de jouer ». Et là, le fait d'avoir même des contraintes budgétaires, de savoir qu'un décor coûte trop cher ou qu'il y a trop de monde sur une scène, de la réduire et du coup d'avoir une contrainte aussi qui permet de trouver d'autres idées en fait, pas que de nuire à son œuvre et de couper des choses, mais je pense que dans les deux sens c'est assez fructueux, quoi. Voilà, donc dans l'idéal, oui, après il faut en effet des diffuseurs qui soient prêts à accepter ça, mais je crois pas que ce soit un problème de diffuseur forcément, c'est déjà trouver le producteur qui veuille bien le faire. Oui. Parce que finalement, les diffuseurs, ça leur change pas grand. Enfin, si on est adossé à un producteur qui a déjà de l'expérience, il n'y a pas de risque de garantie de bonne fin ou je sais pas quoi, puisque voilà. Mais après, pour moi, le bon modèle, j'ai l'impression qu'il se rapproche plus du modèle danois pour le coup, où il y a beaucoup de boîtes là-bas qui fonctionnent en binôme, c'est-à-dire il y a un auteur ou une équipe d'auteurs, clairement producteur. Et tu as le non-creative producer qui, pour le coup, sait que son boulot, ce n'est pas d'écrire, grande qualité, et qui s'occupe d'aller chercher l'argent, vraiment, de dealer avec ceux qui en ont. Et ce duo qui sait parfaitement ce qu'il doit faire, en fait, c'est ça leur force, c'est que chacun sait ce qu'il doit faire. Tu as quelqu'un sur les tableaux Excel, quelqu'un sur le texte, et en fait, ça marche. Des questions après ce nouveau round? Personne n'a de questions? Ah si, quand même, enfin. Oui, c'était plutôt pour revenir sur le showrunner. Moi, je viens de l'animation, donc j'écris sur des séries d'animation. J'ai l'impression que ce rôle est déjà occupé par le directeur littéraire. Enfin, tout ce que vous me décrivez me fait penser au directeur littéraire qui finalement qui est là, qui choisit son pôle d'auteur, qui fait travailler toute une équipe et qui fait le lien entre la production et les auteurs et après le retour des chaînes sur chaque texte et à chaque étape. Donc en fait, j'ai l'impression que ça existe déjà, c'est juste ça n'a pas le même nom, mais que... Alors je sais pas si ça fait écho chez vous. Mais c'est pas tout à fait le même poste, parce que le showrunner, il est vraiment en charge de la cohérence entre le texte et la réalisation. Donc il chapeaute aussi les décors, les costumes, la réalisation, les chefs-op, etc. Enfin, si on prend le modèle de Matthew Weiner dans Mad Men, par exemple, qui est le modèle ultime du showrunner, Matthew Weiner, il a un regard sur absolument tout, sur la couleur du vernis à ongles de l'actrice... c'est une vision globale de la série, quoi. Et ça, en France, ça n'existe pas. Et ces mecs-là, en fait, savent aussi le prix de telle ou telle caméra, le prix d'une journée de tournage sur tel décor. En fait, ils ont cette connaissance-là qui permet de penser en fait, sur tous les niveaux, de manière transversale. Oui, c'est aussi parce que sur l'expérience américaine, les scénaristes sont sur le plateau du matin au soir. Oui, parce qu'ils sont obligés de réécrire en fonction de ce qui se passe à l'instant T. De réécrire ou de s'assurer que ce qui est écrit est bien tourné. Oui, oui. Et donc, de fait, ils apprennent absolument tous les métiers, tous les postes, ils parlent avec tout le monde. Et c'est comme ça, en fait, aussi que se fait l'acquisition de connaissances en termes de production. C'est en étant omniprésent sur un plateau, comprendre comment ça se passe, où est-ce qu'on a du dépassement, quels sont les postes importants, comment ça se gère, voilà, les comédiens. Et mine de rien, tout le monde n'est pas prêt à s'engager autant. C'est un engagement de temps et d'énergie. Tu parlais de Rochant. Lui, pour le coup, il est H24 sur le pont quasiment toute l'année pour créer et pour sortir une saison par an. Tout gérer de l'amont jusqu'à la diff, en fait, c'est un boulot dingue. Donc tout le monde n'est pas prêt à faire ça, je pense. Mais je parlais même des auteurs qui sont des auteurs de la writing room. Hein. Je parlais des auteurs qui ne sont pas les showrunners, qui sont sur les plateaux. Et ils sont sur les plateaux. Et s'il y a un souci majeur avec un réalisateur qui change quelque chose d'important, il prend immédiatement contact avec le showrunner qui, lui, n'est pas tout le temps là, pour l'informer. Et le showrunner débarque à son tour sur le plateau pour dire... Et vire le réalisateur. Pour éventuellement dire au réalisateur, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bon. On rentre dans d'autres considérations, mais je crois que ce rôle de showrunner est vraiment de plus en plus important et je crois que vous avez tous un peu envie de l'occuper, donc c'est une bonne nouvelle.
D'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour. Donc, j'ai une question existentielle pour les créatrices de la série HP. En fait, il y a un tigre dans votre série et du coup, je voulais savoir comment vous avez réussi en fait à convaincre la production. Enfin, comment vous avez réussi à gérer ce lien. Non, c'est tout simplement qu'elle a regardé le tarif journalier d'un tigre, ça coûte 5 000 €, elle a dit bon, bah pourquoi pas. Ah, ok. Oui, puis en fait, je crois que limite, on lui a vendu la série avec le tigre, et depuis le début, elle voulait absolument ce tigre. Enfin, nous, on a pensé à un moment à l'enlever en disant, mais on va prendre un chat, ou je sais pas. Et elle était plus à fond que nous. Donc voilà. Pardon, c'est une petite anecdote, mais nous, c'est parce qu'au CS, on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent, mais nous, en saison 1, on a demandé un poney et on a eu des teckels. Voilà. Et c'est pour vous dire, parce que nous, le tarif journalier du poney, c'était à peu près le même prix. Et du coup, c'était l'ensemble du budget de la saison 1. Du coup, ils nous ont dit non. Ok, merci. Non, mais typiquement, c'est un bon exemple, le tigre, pour parler de l'impact entre ce qu'on écrit et quand on vient sur le plateau, parce que j'avoue, quand on est arrivé sur le plateau et qu'on a vu le tigre, c'est hyper impressionnant en tigre en vrai. On s'est un peu regardé en disant on n'est pas allé un petit peu loin là dans le scénar, pourquoi on a fait ça. Et voilà, c'est bien aussi, c'est hyper flippant et on avait peur pour toute l'équipe. Tiffany Davio qui jouait face à lui sans aucune protection. Enfin, vraiment, ça nous a mis un peu devant nos conneries, quoi. Genre, ok, la prochaine fois, on écrira un truc plus simple. Oui, j'avais une question pour vous aussi. Est-ce qu'on gagne sa vie avec OCS ? Oui, mais on mange pas très bien. Voilà, on achète un peu des produits premier prix au supermarché. Et plus précisément, vous pouvez nous donner une idée de la manière dont c'est financé et... Combien on gagne ? Bah, en fait, en l'occurrence, on fera passer un petit chapeau après. Non, en fait, vu que nous, on est quand même 2 et plus une 3e, donc on partage tous ensemble l'enveloppe, parce que ça marche comme ça, quand on est scénariste, on partage. Du coup, bah, on a gagné 2 000 € par épisode. 2 000 € par épisode. Et c'est bien payé pour OCS. Voilà, c'est une bonne... voilà. Bon, il n'y a pas vraiment de droit d'auteur non plus à la diffusion. Hein. Et, excusez-moi. Vous connaissez le droit d'auteur OCS ? Combien ? La minute ? Combien ? Vous pouvez répéter le prix au micro pour qu'il... 2000, c'est ça ? 2000 pour l'ensemble de la diffusion ? Je crois, mais je suis pas sûre, donc je préfère pas. Ça se trouve, c'est plus... D'autres questions ? Oui. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous travaillez avec des auteurs, plusieurs, avec des auteurs qui venaient de l'extérieur. Comment vous les recrutez ? Et est-ce que, par exemple, des auteurs qui sont dans cette salle peuvent vous faire des propositions sur des séries à venir dont vous avez parlé tout à l'heure ? Comment vous recrutez ces auteurs ? Nous, on n'a jamais dit ça. Après, vous avez expliqué tout à l'heure comment vous avez rencontré les auteurs par votre producteur, je crois. Et dans votre cas, vous connaissiez déjà aussi avec la 3e personne ? Oui, c'est passé par la productrice quand même, mais Camille, on connaissait surtout son frère Frédéric Rosset, parce qu'on était dans la même classe que lui. Ça fait très histoire d'école. Mais voilà, et donc on avait vu Responsable, on avait beaucoup aimé, donc on était en confiance. Oui, non, mais c'est pour parce que c'est pas très. Souvent, on voit le travail des auteurs aussi, donc c'est plus facile d'avoir une idée où on les connaît, ou c'est des gens dont on a déjà une idée de l'univers, de l'ADN, du travail. Mais après, il faut bien démarrer. Donc, évidemment que c'est génial de lire des choses nouvelles, de gens tout vierges de projets. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'ai commencé comme ça parce que, j'ai rencontré des gens, mais j'avais écrit des petites choses et qui dans ma chambre. Puis, à bout d'un moment, on finit par les faire lire. On dit mais c'est intéressant et on te présente des gens et ça commence comme ça. Donc, il faut envoyer aussi des choses, je crois, aux bonnes personnes et
Mais il faut le faire, c'est sûr, parce que sinon c'est assez peu encourageant si c'est des gens qui ont déjà travaillé, parce que sinon ça marche pas. Enfin, ça commence jamais du coup. L'idéal, ce serait aussi, moi c'est comme ça que j'ai débuté, d'intégrer un atelier en fait. Alors c'est très hiérarchisé aux États-Unis. Enfin, celui qui commence s'assoit et n'a quasiment pas le droit d'ouvrir la bouche, mais la première année. Mais heureusement ici on peut. Mais voilà, pas partout, ouais, c'est vrai. Et voilà, moi j'ai commencé par 2 ans d'atelier de Plus belle la vie, et c'est vrai que c'est hyper formateur parce qu'on apprend vraiment à sortir du texte tous les jours, à collaborer avec d'autres gens et à échanger, à faire des compromis, à comprendre ce que l'autre veut dire et à pitcher à un chef scénariste puis un producteur, enfin du coup à vendre son idée semaine après semaine. Donc ça c'est hyper formateur et ça donne confiance ensuite aux gens à qui on va envoyer d'autres projets plus perso. Et comment vous aviez intégré alors Plus belle la vie? Vous aviez fait une proposition de texte au départ ou c'était sur CV? Comment ça se passait? Non, je crois qu'ils prennent des stages, des gens qui sortent des écoles au début pour faire des stages. J'ai commencé par un stage et puis ensuite j'étais embauché. J'avais fait Plus belle la vie aussi en dialogue, du coup c'est pas la même... à la Fémis en tout cas, ils faisaient une formation et donc du coup ils nous avaient un peu proposé à quelques-uns de passer les tests, quoi. Mais je crois que sinon, il faut envoyer un mail pour passer un test. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est Eric Rochant, justement, sur le bureau des légendes, qui a pas mal de stagiaires, ou qui recrute pas mal de jeunes scénaristes qui viennent observer ou prendre des notes. La première année, il a fait ça, et après, il a arrêté. Ah, il a... Okay. Merde. Oui, la première année, et puis ils n'ont absolument pas le droit de dire un mot. Hein. Tu ne peux pas parler. C'est l'atelier qui se rapproche le plus de l'atelier américain aujourd'hui. Oui, c'était déjà le cas d'ailleurs sur Mafiosa. Mouvement, pardon. Ouais, moi j'ai souvent été une petite souris aussi dans d'autres projets en amont. Enfin, c'est exactement ça. Je m'incruste à des séances de travail. C'est pas vraiment des ateliers, mais c'est plus des séances de travail de gens que j'aime bien, qui travaillent bien, qui écrivent bien. Et donc je glisse, je demande si je peux juste jeter un œil et d'observer ça. C'est absolument génial. Ça donne après l'énergie de s'approprier aussi une façon de travailler et puis de contacter des gens après en direct. Mais il n'y a pas beaucoup d'ateliers en France, donc c'est pas forcément la voie la plus simple. Il y a les programmes courts aussi quand même. Voilà, il y a les programmes pas mal courts, de gens en atelier, je pense. Et puis il faut pas hésiter. Enfin, il y a un truc génial qui s'appelle Internet. On peut poster des trucs librement et il faut pas hésiter à aussi dégainer tout simplement là-dessus pour voir comment ça réagit, quoi, comment l'audience réagit. Non, et puis pour les jeunes scénaristes, moi j'ai beaucoup fait ça au début. On a la chance en France d'avoir beaucoup de concours de scénarios. Enfin, quelqu'un m'avait sorti un chiffre. On était ensemble au marathon du Festival des scénaristes en 2009 ou un truc comme ça. Et il y a justement le Festival des scénaristes qui propose un forum des auteurs où on peut présenter un synopsis de long métrage. Ils ont aussi un atelier Bible de série, le marathon du court métrage. Valérie, coucou. Valérie qui a dirigé le marathon du court-métrage pendant longtemps. Voilà. Et donc, il y a le Festival des scénaristes, mais il y a un concours de scénario aussi au Festival européen de Lille. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'en France, on a beaucoup de concours et ça peut être un bon moyen de démarrer, de rencontrer des gens. Après, parfois, on a le tampon du festival, donc les producteurs vont lire plus facilement, pas forcément produire, mais ils sont prêts à vous rencontrer. C'est aussi comme ça qu'on rencontre ces co-scénaristes. Enfin, moi, j'ai plein de gens avec qui j'ai écrit que j'ai rencontrés comme ça dans les festivals. Donc, c'est un bon moyen de commencer. Enfin. Et même de rencontrer des agents, parce que moi, en l'occurrence, mon agent de l'époque, je l'avais rencontré à ce festival et j'avais pas fait grand-chose avant. Donc, c'est quand même assez... Enfin, c'est un endroit où c'est vachement plus simple de dialoguer avec les gens qui nous intéressent plus directement et de pas avoir son projet qui tombe sous une pile Est-ce que certains d'entre vous ont fait des résidences d'écriture ou pas? Oui, moi j'ai fait la résidence du groupe Ouest, la résidence annuelle du groupe Ouest, le Torino Film Lab, qui est peu de gens envoient c'est dommage parce qu'en France peu de gens envoient leur dossier et c'est une résidence européenne, donc on est avec 15 autres scénaristes réels européens, donc c'est très chouette. Et j'ai aussi fait l'atelier scénario de la Fémis, qui est une forme de résidence, je pense que voilà, dans son genre, à Paris. Oh. Mais... Oui, non, pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont fait une résidence d'écriture? Vous pouvez nous donner Très bien, vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment c'est passé? Où c'était? Dans quel contexte?
Oui, moi j'ai fait la résidence SoFilm avec Valérie Laura qui est là. Donc bon, c'était la résidence de court-métrage de comédie musicale. Et bah, on a envoyé un projet, ma foi, on a été sélectionné. Et c'est 2 semaines sur à 2 mois d'écart à peu près, 2 résidences, donc où on est là pour écrire avec des gens de Canal+, qui sont partenaires de la résidence, et qui nous font des retours, qui nous aident à travailler. On a aussi rencontré quelqu'un qui nous a aidé à travailler sur la musique, parce que donc, comme c'était de la comédie musicale, on avait forcément ce double travail à la fois sur le texte et sur la musique. Et moi, ça m'a permis de trouver un producteur très vite, en fait. Et ensuite, on était plusieurs et on a eu une présélection, une présentation au festival SoFilm, voilà, devant des producteurs, des diffuseurs. Et il y a quelques projets qui ont été pris en préachat par Canal+, pour la collection SoFilm Canal+, dont celui de Valérie d'ailleurs. D'accord, ok, merci. D'autres personnes? Oui. Bonjour, oui, j'ai fait une résidence en septembre dernier à La Réunion, qui est une résidence qui n'est pas très connue, qui est en partenariat avec l'agence Film Réunion, où ils essayent de mélanger des scénaristes qui ont des sujets de cinéma du monde ou sur des thématiques outre-mer, et aussi des scénaristes qui ont sur des thématiques plus sociales, plus classiques. Et l'idée, c'est, disons, dans un premier temps, de nous accompagner pendant 15 jours avec un script doctor ou quelqu'un qui s'y connaît aussi un peu en distribution, pour qu'on puisse déjà réfléchir un peu stratégiquement à comment écrire certaines choses. Et ensuite, l'idée, c'est pour l'agence Film Réunion de nous montrer un peu des décors, si jamais le film se passe là, ou nous faire rencontrer des partenaires. C'est quelque chose qui existe depuis 4 ans, qui n'est pas encore tout à fait verrouillé. Cette année, il y a eu que, je crois, 27 dépôts de dossiers pour 8 places, ce qui est vraiment ridicule, alors que vraiment la résidence est vraiment extraordinaire, enfin, autant en termes d'accueil qu'en termes d'accompagnement. Donc j'invite un peu les gens à y postuler. En général, c'est une fenêtre de tir qui est très courte. L'appel à projet, il est sur le site de l'agence Film Réunion début mai. Et c'est pas caché de la poste faisant foi, mais c'est arrivé du courrier faisant foi. Et je crois qu'il y a juste 1 mois pour le recevoir, et les délais de poste allant à La Réunion sont très longs. Donc il faut avoir un projet un peu clé en main à envoyer début mai. Voilà. C'est des projets cinéma, Oui, télévision? c'est des projets uniquement cinéma, et avec cette envie vraiment d'aller chercher des projets différents. Je sais que cette année, il y avait des projets qui parlaient de thématiques liées aux religions. Par exemple, il y avait un projet qui se passait au Tchad et qui parlait de thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas sur le continent français. Et voilà, plein de projets qui étaient vraiment très originaux et qui aussi changent notre regard en tant que scénaristes parisiens qui avons un peu l'habitude de rester dans ce contexte-là. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et le projet du coup a avancé, peut peut-être rentrer en production. À quel stade vous en êtes d'écriture? Alors c'est un projet qui est un peu particulier, parce qu'à la base c'est un projet que j'avais développé au CEA, parce que je suis sorti du CEA en 2015. C'est un projet qui avait tout de suite eu un peu un écho auprès d'Arte, qui finalement n'a pas été au bout, et puis France 2 était intéressé, et puis le projet n'a pas été au bout, et j'en avais un peu marre en fait. Enfin, ce projet, j'y tenais, et du coup j'ai dit ok, ciao la télé, et je vais essayer d'en faire une écriture plus ciné. Mais j'avais envie d'être accompagné, parce que ce projet avait un peu 3 ans, et donc cette résidence arrivait au bon moment pour me redonner envie, en tout cas, d'aller dans l'écriture. Et là, je continue l'écriture pour l'instant dans mon coin, avant d'avoir une version satisfaisante, en tout cas pour moi, pour aller chercher un producteur. D'accord, merci. Voilà. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Oui. Oui, moi j'ai fait des résidences aussi, j'adore les résidences, c'est génial. Du coup, j'en ai fait 3 l'année dernière. J'ai fait notamment Groupe Ouest en préécriture, et je le conseille à tout le monde, ça dure 1 semaine, et en fait je trouve que c'est une espèce de psychanalyse artistique, c'est-à-dire qu'on est vachement sur le lâcher-prise et de voir les idées qui arrivent et tout ça, et on est tous ressortis avec plein d'idées et plein d'histoires en début comme ça, donc c'était super chouette. J'ai fait aussi la résidence à Groupe Ouest du court-métrage, où là c'est sur 2 semaines avec 1 mois de délai, et pareil, en fait on est vachement suivis, on a 2 intervenants
qui nous font des retours et on va progressivement vers une écriture du séquencier. Voilà, donc il y a eu ça. La scénaristerie, j'ai fait partie des projets qui ont été sélectionnés à la scénaristerie l'année dernière. On a passé 1 an à compter de 3 semaines en fait de travail dans l'année avec des rendus intermédiaires et ça c'était incroyable. On a beaucoup travaillé en fait autour de 2 pages d'écriture pour savoir en fait ce qu'on raconte. Ça peut paraître bête, mais parfois on écrit un truc et on ne sait pas ce qu'on raconte. Et là, pendant 1 an, on cherche en fait ce qu'on raconte. Et voilà. Et après, on présente à des producteurs. Et voilà, je le conseille aussi parce que c'était une super expérience. Et d'ailleurs, c'est une association, et vous êtes tous les bienvenus, une association qui encourage en fait les scénaristes qui n'ont pas vocation à réaliser. Voilà, autour de tables rondes et notamment aussi de formation. Et j'ai fait une formation il y a 2 ans, formation résidence qui s'appelle le Grand Atelier Série. Donc il y a un mélange un peu hybride qui dure 3 mois et où à la fin on a un concept de série qu'on présente à des producteurs. Voilà, vive les résidences d'écriture. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour, à moins qu'il y a... Vous pensez qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés ou des choses dont vous aimeriez parler spontanément de vous-même, à parler desquelles? Je pourrais en dire beaucoup. Oui, je m'en doute. Oui, non, non. Ah non, je voulais juste oui. Dans les résidences, moi j'en ai fait, j'ai fait aussi la scénaristerie et j'étais aux résidences au film comédie musicale, mais il y a aussi une résidence pour les longs métrages qui est assez chouette qui s'appelle Dreamago, dont l'appel d'offres est en ce moment, c'est sur un scénario de long métrage complet. Mais ce qui est très chouette, c'est que c'est pareil, c'est international. On se retrouve dans un château en Suisse, c'est ce qui est assez sympa, près de Crans-Montana. Mais il y a des réalisateurs américains, enfin des scénaristes américains. Il y a une sélection d'Amérique latine. Et voilà, et pareil pour les consultants, il y a des consultants français. Il y a Olivier Gors qui était venu quand moi j'étais. Et voilà, et c'est super parce que ça permet sur certains projets d'avoir pareil des regards internationaux. Et je sais que voilà, ça peut aussi désarçonner, mais c'était très enrichissant aussi ce mélange et c'était très intense. Oui, une question. Micro. Bonjour, j'ai la question la plus basique. Ça a l'air super ces résidences, mais comment vous faites? Enfin, ça coûte de l'argent, non, d'y participer? Enfin, pour s'inscrire, c'est pas, ça suffit pas de dire j'ai une idée mortelle. Non, je sais pas. Ça dépend lesquelles. Il y en a qui Okay. sont payantes et d'autres qui sont pas payantes, je crois. On a regroupé toutes les solutions comme ça d'accompagnement et notamment de résidence qu'on finance ou qu'on ne finance pas et parfois en partenariat avec les régions dans un guide de l'accompagnement que vous pouvez trouver en INSEE.fr et donc vous retrouverez tous les détails, les dates d'appel à projet, les contacts pour toutes ces solutions d'accompagnement qui se présentent à vous et qui ont été citées, que ce soit les résidences Sofilm qu'on accompagne, qui sont les résidences CNC Sofilm, le groupe Ouest évidemment et toutes les solutions dont vous avez parlé d'associations comme la scénaristerie et autres. Il y en a sur tous les territoires puisqu'on a une politique très volontariste avec les régions pour soutenir toutes les solutions comme ça d'accompagnement, notamment pour les plus émergents. Et donc toutes les régions sont incitées à cofinancer à nos côtés ces solutions-là et des résidences sur leur territoire. L'île de la Réunion fait partie en effet de ces régions très actives et très volontaristes qui ont suivi cette politique-là. Voilà. Donc le guide de l'accompagnement sur le site cnc.fr pour en savoir plus. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier pour cette animation. Et puis on se retrouve tous pour un petit pot, cocktail, goûter. Merci. Et pour continuer ces échanges. Merci à tous et merci surtout merci. aux intervenants.